Bonjour. Alors, je vois déjà une main levée. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau webinaire éco-conception d'écologique, le 14e du nom. Ça fait quelques années qu'on en fait, vu que c'est à fréquence trimestrielle. Et donc, toujours sur des sujets différents. Aujourd'hui, on va parler de design for reuse et repair en français, du coup, pour le réemploi et la réparation. Donc, bon, on l'a écrit en anglais. De toute façon, vous aurez les slides en français et en anglais. Donc, voilà, pas de jaloux, j'allais dire. Donc, bienvenue à ce webinaire. Donc, on va passer 1 heure et demie ensemble jusqu'à 15h30. On va essayer de finir dans les temps, mais on a beaucoup de choses à vous dire, comme d'habitude. Donc, on va essayer de mettre du rythme et en même temps, vous pouvez toujours utiliser le chat et ce qui est écrit en haut, le Q&A, questions et réponses, pour qu'on puisse en même temps animer ce webinaire et que ce soit le plus fluide possible et pour repartir avec plein d'informations. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, j'ai avec moi donc, Kira Nesterova, qui est ingénieure de conception chez Ecologique, Bruno Fradet, qui est directeur du développement chez Envie et qui parlera du réemploi, de la réparation et pas mal d'autres choses chez les ESS, les économies sociales et solidaires. Et moi-même, Robert Onsred, donc à Écologique, en charge des études et de la prévention, donc les sujets de l'éco-conception, réemploi et réparation. Donc c'est exactement mon sujet à moi. Donc je suis très heureux de faire ce webinaire. Et donc du coup, juste une petite précision, donc c'est enregistré, le replay sera sur YouTube et on vous enverra les slides. Par contre, je crois avoir vu, et ça arrive régulièrement maintenant, des bots IA qui prennent des notes. Ça, on préfère éviter, parce qu'il y a des transcriptions qui parfois sont fausses et qui peuvent être embêtantes. Donc, si vous pouvez couper votre bot IA, la personne qui l'a mise, ce serait mieux. Voilà. Sachant que vous aurez tous les éléments ensuite. Une fois que j'ai dit ça, Kira, si tu veux, on est parti. Merci pour l'introduction, Robin. Donc oui, effectivement, on se retrouve pour le 14e déjà webinaire sur l'éco-conception, donc autour des sujets de la réparation, du réemploi, de la réutilisation. Donc on va s'organiser comme ça aujourd'hui. On va faire d'abord un point sur les définitions et le contexte actuel, qui est relativement chargé, les enjeux réglementaires, techniques, comportementaux. On va laisser Bruno, du coup, intervenir sur les enjeux du réemploi par les acteurs de l'économie solidaire et sociale. Et ensuite, on parlera plus particulièrement des enjeux de la réparation, donc les indices, les pannes, les coûts associés. Euh, on va commencer du coup par le contexte et les définitions. Donc, vous connaissez pour beaucoup les missions des éco-organismes, donc qui sont autour de la gestion de la fin de vie. Initialement, donc on avait, déjà beaucoup de tri, collecte, recyclage, et cetera. Mais, depuis un moment déjà, nous avons tout ce qui est, réparation, réemploi. Donc nous devons être acteurs, en fait, de cette, seconde vie. Ce qui est un changement, effectivement dans nos missions ces dernières années. Heu Et donc ce changement, il se répercute sur sur nos cahiers des charges d'agrément qui sont, les textes de loi qui définissent nos missions avec, des objectifs de réemploi et réutilisation en pourcentage de mise sur le marché, des fonds, de réemploi à destination des ESS, les fonds réparation que beaucoup d'entre vous connaissent, des études à réaliser sur le réemploi, la réutilisation, la réparation, donc sur toutes nos filières. Nous devons aussi organiser la reprise des équipements usagés, mettre en place, heu, enfin les fonds pardon, réparation, je l'ai déjà dit sur les filières et il y a aussi les études de la durabilité sur la durabilité des équipements qui ont été faites en ASL et en AVJ, pas en D3E, cette fois-ci. Pas encore. Pas encore. Pour les définitions, on a donc 3 concepts, le réemploi, la réutilisation et la réparation. Le réemploi, ça va être toute opération pour laquelle les substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils sont conçus. C'est, une définition qui vient du code de l'environnement, hein. Et on a la réutilisation qui va être toute opération par laquelle les substances, qui sont devenues des déchets sont utilisées à nouveau. Donc la réutilisation, il y a la notion de qui sont devenus des déchets, alors que le réemploi, ils ne sont pas passés par la case déchets. Et La à ce réparation sujet,
Petit point, juste, on a ce sujet statut de déchet, excuse-moi, qui je t'ai coupé. Statut de déchet, réemploi, réutilisation. Notez qu'en anglais, c'est reuse et reuse. Donc là, c'est un point assez franco-français d'avoir distingué les deux avec deux mots différents et que c'est un peu subtil. Mais on se heurte à des questions de glossaire au niveau européen. Et l'ADEME travaille actuellement justement à un glossaire cette indice, cette économie circulaire pour qu'on parle tous de la même chose parce qu'on a vu durant les études sur le réemploi que le réemploi ou la réutilisation peuvent, même la réparation, peuvent prendre plein de formes différentes et qu'on met pas tous les mêmes mots derrière ces mots-là. Voilà. Et bah, merci pour la précision et pour la réparation, on est, sur une définition d'une des normes qu'on utilise beaucoup et dont vous allez beaucoup entendre parler, au fil de l'eau dans cette présentation, c'est la norme EN, 45554 qui définit la réparation comme un processus de rétablissement d'un produit défectueux en un état lui permettant de satisfaire son utilisation prévue. Donc ces définitions sont à garder en tête évidemment tout au long de la présentation, pour bien, comprendre les petits détails, qui vont avec. L'allongement de la durée de vie, c'est aussi une tendance qu'on a beaucoup vue, en fait, que ce soit auprès, des metteurs en marché, des consommateurs, mais et dans les PPE, pour les metteurs en marché. Je présente je passerai la main à Robin juste après pour présenter la partie consommateur. Dans les plans de prévention et d'éco-conception, sur les 3 filières, on a quand même une tendance qui est, relativement identique. Donc on a, de, 47 à 51% des actions qui concernent la réduction des ressources, non renouvelables avec, à chaque fois entre 4 et 6% des actions totales, donc vraiment des actions unitaires totales sur des milliers de plans de prévention et d'éco-conception qui concernent la réparation, l'allongement de la durée d'usage et le réemploi. On va avoir des actions concrètes, comme la formation, des SAV, la mise en place, de dispositifs de retour, la la, mmh la mise à disposition plus simple de pièces détachées, sur les différents marchés. Donc c'est une tendance qui est générale, qui est extrêmement stable, en fonction sur les 3 filières et au niveau des consommateurs, je te passe la main Romain là-dessus. Pour finir sur les conceptions, donc les PPE, on voit ce signal qui est encore un petit peu faible hein, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'actions, par exemple, sur la consommation énergétique dans les usines, quand il s'agit de réduire les ressources, mais la réparation, le réemploi, enfin, disons, l'allongement de la durée de vie commence à faire son petit bout de chemin. Il y a pas mal de bonnes idées qui émergent. Ici, et comme tout le long du webinaire, on ne va pas développer les choses très, très, très précisément, mais par contre, tous ces chiffres qu'on cite là, on peut les développer et on peut en discuter avec vous en off si ça vous intéresse et être plus précis puisqu'on n'a qu'une heure et demie et plein de choses à dire. Et donc, maintenant qu'on a parlé de vous, de l'éco-conception, bah, en fait, à la fin, il y a toujours des clients, des consommateurs. Et on veut allonger la durée de vie, on veut faire des choses durables, on veut surtout avoir des produits qu'on peut vendre, ou alors ça dépend des business models, mais en tout cas, on a des consommateurs, et donc il y a quand même une équation économique, et donc il faut comprendre ce que souhaite le consommateur. Et donc, durant ce webinaire, on va parler éco-conception, mais on va aussi un peu ouvrir les chakras, on va dire, et parler de comportement consommateur, des achats, de la vente, des dons, de la réparation, de l'autoréparation, pas mal de choses assez différentes. Et d'abord, en faisant je vais dire un peu en faisant une porte ouverte, quelque chose que vous voyez bien, parce qu'on lit tous ces infos et qu'on voit tous des pubs back market ou Vinted ou autres. La seconde main, bah, c'est quand même quelque chose qui se développe. Il y avait beaucoup de dons par le passé avec des structures comme Emmaüs notamment. Il y en a toujours du don, on va y revenir. Mais en tout cas, acheter de seconde main ou acheter reconditionner ou vendre des produits, ça se fait de plus en plus. Et donc, typiquement, 44% des foyers qu'on a interrogés l'an passé, donc avec nos confrères d'écosystème dans le cadre de l'étude de réemploi des équipements électriques, 44% des foyers ont acheté un EE d'occasion reconditionné au cours des 12 derniers mois. Souvent des téléphones portables. Alors, je crois qu'il y a 20% des téléphones portables qui sont du marché du reconditionné, alors que le deuxième produit, c'est 5% du marché qui est du reconditionné. Je crois que c'est les laptops ou le lave-linge, je ne sais plus. Mais du coup, il y a des produits qui commencent à faire leur petit bout de chemin reconditionné, sachant qu'il y a d'autres produits, je pense notamment aux produits d'hygiène, qui sont moins, enfin, moins plébiscités, j'allais dire, pour acheter de seconde main. Euh, les gens vont plutôt. Pardon, t'es passé un peu vite, j'ai Ah. pas tout dit. Euh, les gens vont opter pour l'occasion, bah,
quand même d'abord pour des questions économiques, hein, 57%, mais aussi opter pour l'occasion du reconditionner pour des raisons écologiques. Souvent, il y a plusieurs raisons qui cohabitent, c'est des questions aussi de simplicité. D'ailleurs, beaucoup de gens disent acheter du neuf aussi parce qu'au moins c'est simple, on fait vite sa commande et quand on a vraiment un besoin précis, on n'est pas forcément sûr de le trouver directement en seconde main, accessible près de chez soi. Mais en tout cas, c'est une tendance qui augmente et en termes de nombre d'appareils, on arrive à environ 30 millions d'appareils par an au moins pour ce qui s'agit des équipements électriques. Et je ne parle pas de tout ce qui est articles de sport et loisirs ou bricolage et jardinage thermique pardon, pour écologique, ou ni de vêtements ou d'ameublement, mais la tendance est un petit peu la même, sachant que ce nombre peut être un peu sous-estimé parce qu'on demandait aux gens s'ils avaient acheté d'occasion, mais parfois ils peuvent en avoir acheté plusieurs d'occasion. C'est rare d'acheter 4 frigos d'occasion en une année, mais bon, il peut y en avoir quand même plusieurs sur certains produits. Donc, voilà, une appétence et une tendance qui augmente quand même. Et qu'on suit dynamiquement dans le temps. Ça, c'est des choses qu'on a au global, mais on les a par produit aussi. Ça vous intéresse sur vos marchés. On va faire quelques exemples après, notamment sur l'outillage, mais on a plein de stats plus précises par produit. Enfin, sur le don et la vente, comme je le disais, on pense oui, que la vente augmente et que le don moins. Donc à Écologique, toujours avec nos partenaires d'Odoxa, qui est un institut de sondage, et qui va vous envoyer un petit mail dans 1 heure, parce qu'on a un autre sujet sur la modulation. Et, pareil, on dit ça à la fin. Donc, avec nos partenaires d'Odoxa, donc, on a interrogé ce qu'on appelle les perceptions, l'attitude, ce que pensent les gens du don et de la vente, et ce qu'on appelle les normes sociales. Sans rentrer trop dans les détails des comportements, en fait, il y a des gens qui disent pourquoi ils donneraient, pourquoi ils ne donnent pas, pourquoi ils vendraient, pourquoi ils ne vendraient pas. Et là, on vous a mis un peu les principales raisons. Les gens ne donneraient pas de eux non utilisés parce qu'ils disent, première raison, mais ça peut encore me servir. J'en ai un autre, mais bon, si celui-là il fonctionne, peut-être qu'il peut me servir à mes proches ou à moi. Et pour la vente, il pourrait me servir n'est que la deuxième option. La première raison pour laquelle les gens ne les vendent pas, c'est parce que peut-être que le produit il est un peu trop abîmé. Bon, ce qui est plutôt sympa quand même, on ne vend pas des choses qui sont en mauvais état. Une des principales raisons pour donner, donc en haut, il y avait les freins, pourquoi les gens ne donneraient pas ou ne vendraient pas. La première raison pour laquelle les gens ils vendraient ou ils donnaient, d'abord, c'est pour faire de la place. Je ne m'en sers pas, ça dépend où on habite. On peut stocker des choses très longtemps en garage et le stock est l'ennemi du réemploi, hein. La vente n'est pas l'ennemi du don, mais le stock est l'ennemi du don. Et donc, les gens, une majorité d'entre eux, ne donneraient d'abord pour faire de l'espace. Et enfin, et là, on adresse ce qu'on appelle les attitudes pro-environnementales. Près de 80% des gens, et il n'y a pas trop de différence entre le don et la vente, pensent que tout ça est bon pour l'environnement. Ce qui est réel, en fait, hein, parce que ça participe à l'allongement de la durée de vie et donc à la réduction des ressources, de nouvelles ressources qu'il faudrait extraire, par exemple du pétrole si on parle de plastique, ou des mines si on parle de métaux, parce que nos équipements sont beaucoup constitués de métaux et de plastique. Tout ça pour dire que tout le monde est plutôt d'accord que c'est une bonne idée pour l'environnement, mais on ne le fait pas systématiquement et on va revoir tout à l'heure pourquoi. C'est juste une petite intro. En tout cas, il y a un sujet dont vente, réemploi. Et alors, un petit instant commercial, j'allais dire, écologique. Donc, nous, on travaille à la direction technique, mais aussi une direction du développement. Notre travail, nous, c'est de collecter des équipements, les réemployer, les réparer et le faire ça avec nos réseaux de partenaires. Et donc, on a des réseaux de partenaires pour collecter des déchets sur i-déchets.com que vous connaissez peut-être depuis longtemps, parce que ça a plus d'une dizaine d'années maintenant, qui permet de collecter et recycler quand vous êtes B2B partout en France. Et c'est gratuit, comme disent nos collègues, sauf s'il y a seulement un câble, comme je le mets souvent, on ne transporte pas du vide. Si on vient avec un camion pour transporter un câble, c'est pas très écolo. Donc, c'est gratuit à partir de 250 kg, mais 250 kg, ça va assez vite. Ça permet aussi de vendre son parc IT, parce que si on parle de réemploi, il y a des produits qui n'ont pas trop de valeur, mais quand on parle de certains produits, je pense notamment à l'IT, ça a de la valeur. Donc c'est légitime quand on est un B2B de plutôt le vendre que de le donner. Pourquoi pas? Et en tout cas, ça permet d'avoir aussi des documents de traçabilité, de certificats, des statistiques, on a des BSD, donc des bordereaux de suivi de déchets. Ça permet aussi de faire ces reporting CSRD, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une vraie traçabilité, contrairement à beaucoup d'acteurs qui disent reprendre les EE, mais qui ne sont pas partenaires d'écologique et qui, en fait, sont des acteurs qui parfois agissent illégalement. ETL Réparation, c'est plus un service pour les consommateurs parce que, en fait, derrière tout ça, comme on le disait juste à l'instant, il y a des consommateurs, des gens. Et comment entretenir ces équipements pour qu'ils durent longtemps, comment diagnostiquer les équipements en panne, trouver un réparateur près de chez soi ou apprendre à réparer. Ou si on voit que c'est pas réparable, trouver un point de collecte ou de réemploi. Pour réemploi ou pour recyclage, comme le font l'ADEME ou comme le font d'autres éco-organismes. Le principal frein à ne pas faire le tri, c'est de savoir où sont les points de collecte et de ne pas avoir la flemme. Et donc, avec e-réparation, on sait où trouver ces infos. Et e-emploi, là, c'est encore une fois pour les B2B. L'idée, c'est de faire des dons à des acteurs locaux, des ESS. On va en reparler avec Bruno tout à l'heure.
Donc se dire, ben, j'en ai pas besoin, je suis un club de sport, je suis une entreprise, je suis une association, est-ce que je peux pas le donner à une association près de chez moi qui en aurait besoin ou qui pourrait le donner ou le revendre à prix solidaire à des gens qui en auraient besoin. Donc c'est un sujet d'insertion, un sujet social, et c'est faire un geste social et surtout local, parce que le maximum c'est 100 km, et autour de vous il y a une carte, et vous pouvez dire je choisis ce bénéficiaire, je sais pas moi, cette structure Emmaüs, cette ressourcerie, et la ressourcerie dit d'accord, moi je prends ce lot d'équipement, et donc et voilà, ça fait du réemploi et une bonne action, et après on peut répéter ça parce que le plus dur, c'est le premier comportement. Une fois qu'on donne une fois, bah, on se rend compte qu'on continue à donner. Et bah, Voilà. effectivement, tout ça pour dire que, bah, nous aussi en tant qu'organisme, on voit, cet élément et on met en place, justement les process nécessaires pour y répondre. Vous êtes adhérent, mais vous pouvez aussi être détenteur de produits, de déchets. Donc voilà, c'est aussi pour vous. Et vous êtes aussi des citoyens. Donc réparation, tout ça, c'est pour vous aussi. Passons maintenant sur les enjeux, donc un peu plus dans le détail, les enjeux réglementaires, techniques et comportementaux. On parle de réemploi et de réparation. En fait, on ne distingue pas toujours très bien, mais en fait, souvent, les indications de conception qu'on va donner sont valables pour les deux. Parce que le but, c'est d'allonger la durée de vie, donc c'est de maintenir en bon état, d'avoir des pièces détachées. Il y a des choses qui sont valables en réemploi ou en réparation. Sachant que, comme a dit Kira tout à l'heure, réparation, on fait réparer, on garde soi-même le produit, et au réemploi, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va utiliser le produit. C'est un changement de propriétaire, mais l'idée est la même. Avant de le remettre dans vos mains ou dans les mains de quelqu'un d'autre, il faut bien le remettre en état, à minima le nettoyer. Pour les enjeux réglementaires, je vais reprendre, la main. Donc, on a différents types de réglementations, de normes, d'essais et cetera. Au niveau des réglementations, on va avoir, 4 types, donc celles qui vont se concentrer sur l'éco-conception, la durabilité en tant que telle, celles qui vont se concentrer sur la réparabilité et les pièces détachées, la sécurité et ensuite, effectivement, la commercialisation et la conformité, notamment via la garantie, des choses comme ça. Ensuite, pour, ces réglementations, du coup, elles nous donnent des normes, tests et essais, souvent, à faire, et un cadre, en fait, auquel répondre et on va avoir tout ce qui va être normes de conformité et sécurité, normes, d'essais, et essais non obligatoires, donc par exemple pour des labels, des choses comme ça et les labels et certifications qui peuvent aller avec. Donc, pour, connaître la différence entre label et certification, je vous renvoie au webinaire précédent qui, qui abordait cet aspect en détail. Pour les normes et essais, ça va se séparer en 2. On va avoir tout ce qui va être sur les produits finis en tant que tels et sur les matériaux, en fait, pour tester, du coup, que ce soit vraiment, la matière composant le produit ou le produit en lui-même dans ses conditions d'utilisation. Heu, pour, autour de la durabilité, donc du coup, en France et en Europe actuellement, on va avoir, diverses, réglementations qui vont, souvent overlap. Pour, au niveau de l'Europe, on va avoir tout ce qui va être ESPR et tout donc qui va aborder l'éco-conception, la durabilité, les pièces détachées et cetera. On a fait un webinaire également, peu fin d'année dernière sur le sujet. Il y a la directive, commercialisation et conformité et un règlement sur la qualité et sécurité et également. En France, il y a la loi AGEC et la loi climat résilience. Je les Ils sont détaillés, tous les éléments, sont détaillés, beaucoup plus, ici. Donc par exemple, en fait, notamment, on va avoir, la directive européenne sur, du 13, du 13 juin 2024 qui va établir, les règles communes, visant à promouvoir la réparation des biens, donc parfois on l'appelle, le right to repair. On va avoir, le SPR, l'affichage environnemental. Globalement, vous avez ici un peu une vue d'ensemble des différentes réglementations qui vont cohabiter, et qui vont impacter la durée de vie des produits. Évidemment, il va y avoir des éléments plus classiques comme la durée légale de conformité, tout ce qui va être, tout ce qui va être garanti sur la seconde main et cetera. C'est vraiment une slide, très
à but informatif sur quelles réglementations vont impacter ça. On va Après, on aussi le dit, on le redit, Ika, encore une fois, juste pour faire simple, Eco-Design for Sustainable Product Regulation et Directive Right to Repair. Nous, dans la loi AGEC, en France, on a tenté plein de choses. Il y a des choses qui aboutissent au niveau européen, parfois avec un peu moins d'ambition, parfois un petit peu différemment, mais la tendance est la même. Et la question est souvent, est-ce qu'il y aura une harmonisation entre les réglementations françaises et les réglementations européennes quand elles seront mises en place? Bah, oui, oui, bien sûr, parce que sinon, on ne peut pas avoir de réglementation française qui contredirait la réglementation européenne. Ça, c'est la théorie. En pratique, s'il y en a, bah, il y a des décisions de justice, mais théoriquement, oui, ça va converger. On est bien sur toutes ces informations-là. Donc, c'est temps de se mettre en mouvement. et au niveau des types de normes et essais qui existent autour, de la durabilité, on a effectivement les normes, 45, 52, 4 et 5, donc sur la durabilité des produits, la capacité de réparation et la recyclabilité et récupérabilité. On va être sur la durabilité des produits en règle générale et on a une norme IEC et une autre norme EN sur, les, méthodes de vieillissement, qui peuvent s'appliquer du coup aux 3 filières, sur lesquelles nous sommes et les degrés de protection, d'IP pour, initialement pareil pour les produits électriques électroniques et qui va permettre de mesurer la résistance, et l'agression extérieure et les tests de résistance, d'étanchéité et cetera sur les 3 filières. C'est pour les 2 normes en orange, elles sont généralement plus effectivement associées à du D3E, mais nous avons fait des études, mais il y a 2 études sur la durabilité qui ont été faites en ASL et en ABJ et les constats qui ont été faits, c'est que ces normes-là peuvent overlap sur, les 2 filières sans souci. Et donc on va faire un petit focus, sur, la norme, 50-614 qui est, sur pardon, la réparation et la réutilisation, donc pour le Willabex. Peut-être Robin que tu es plus, Ouais, je familier peux, avec celle-là? ouais, je peux la faire 50-614 et donc il y a un peu son homologue, la 50-625 pour le recyclage. Là, on parle de préparation et la réutilisation. En gros, c'est les normes qui définissent un acteur qui gère la fin de vie des produits, donc des déchets, donc typiquement un recycleur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour opérer, pour faire de la préparation et de la réutilisation, pour recycler? Et ces normes-là, en gros, c'est la base du traitement des EE en fin de vie. Je parle des EE, et en fait, ces normes vont aussi servir pour d'autres filières à terme. Et donc ici, ça explique un peu, bah, dans la norme 5614, on dit qu'il faut des tests de sécurité, de la traçabilité. On ne peut pas revendre un produit ou le remettre sur le marché sans avoir fait certains tests. Et donc la 50614 explique les tests et on va dire la conformité pour prétendre faire de la préparation et de la réutilisation. Et donc le WILABEX, qui est on va dire le label d'excellence pour la filière économie circulaire des équipements électriques, bah, nous, écologiques, quand on a des partenaires qui font de la préparation et la réutilisation, on leur demande d'appliquer cette norme et on les audite pour vérifier qu'ils l'appliquent bien. De la même façon pour les recycleurs, avec la 5625, on vérifie que la dépollution est bien faite, qu'il y a de la traçabilité, qu'il n'y a pas d'export aux déchets. On va dire c'est je veux dire la base quoi, pour préparer la réutilisation des équipements qui je répète, pardon, ont un statut de déchet. Et donc, il faut les sortir du statut de déchet. Ça ne se fait pas de façon anodine. Et donc, on ne rentre pas dans les détails, mais quand on parle de suppression de données, ça va un peu de soi. On ne va pas réemployer un laptop si on n'a pas supprimé les données de la personne d'avant. C'est illégal. Voilà. Je te laisse continuer sur les enjeux techniques, et opérationnels, peut-être en présentant déjà les différents types d'études, qu'on a fait? Ouais, alors, ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on a fait pas mal d'études. Donc là, on parle que des plus récentes. On a eu d'autres depuis quelques années, mais on va parler donc de 2024 et 2025. Et c'est des études qui donnent plein d'infos. Donc on en sort quelques-unes ici, mais elles rentrent un peu dans le détail parfois sur certains produits. Donc donc on va faire dans le désordre, notamment des études de l'ADEME auxquelles Écologique a participé. Donc études d'évaluation d'impact du bonus réparation bah, sur les réparateurs, qui a été commandé par Matignon de mémoire, enfin en tout cas par le gouvernement. Perception et pratique des Français en matière de réparation 2024, toujours l'ADEME, bah, c'est comme pour le réemploi qui est en cours là actuellement. Tous les 4-5 ans, l'ADEME dit bah, où on en est, c'est quoi le panorama de la réparation et du réemploi en France. Il y a les trajectoires, donc c'est les baromètres du GIFAM, une organisation de producteurs et donc qui font des statistiques pour savoir
les évolutions sur certains comportements, réemploi, réparation, recyclage, également achat. Euh, de seconde main ou de première main. Il y a les études sur les durabilités des produits qui sont des études qui sont assez inédites qu'a réalisé Écologique cette année. Inédites parce que c'est dans les cahiers des charges d'agrément sur les filières sport et loisirs et bricolage, jardinage thermique. Et la durabilité, ça peut vouloir dire plein de choses. Et la durabilité, bon, on va en reparler de normative, émotionnelle. On en parle beaucoup sur la filière textile notamment. Et donc, il y a plein de résultats à tirer. Et les études sur le réemploi et la réparation en ASC, la bougie thermique et réemploi en EE, c'est pas mal d'informations qu'on vous cite ici et qui peuvent être déployées, qui sont en tous les cas disponibles sur notre site internet. Donc, si vous vous intéressez à ce sujet-là, il ne faudra pas hésiter à les lire. Et c'est aussi des sujets où on a donc des stats. Donc, derrière les études, il y a aussi des tableaux Excel. Si ça intéresse certains, on peut pareil en envoyer. Euh, Passons maintenant sur le réemploi. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a plein de types de réemploi différents. Avec l'ADEME, il y a eu un sujet de dire qu'est-ce qu'on appelle du réemploi, qui en fait, et donc ont été classifiés quatre types de réemploi. Et les éco-organismes, c'est écrit au début, on a des objectifs de réemploi, mais donc de 2%, 5%, 11% des mises sur le marché, mais que sur certains types. Les acteurs, le réemploi sur le type 1, donc avec les acteurs de l'ESS, ou de type 2, donc avec des acteurs de l'économie conventionnelle, typiquement vous, nos adhérents, qui peuvent nous déclarer les réemplois que vous faites, et il y a un soutien à la tonne réemployée, à l'unité réemployée, un soutien économique qui n'est pas si élevé que ça, enfin qui pourrait être plus élevé ou pas, mais qui, en tout cas, le but, c'est de favoriser ce réemploi. Par contre, il y a aussi du réemploi avec des acteurs de mise en relation directe, donc ça va être des choses comme Le Bon Coin ou autre, et du réemploi direct entre propriétaires particuliers ou pros. C'est-à-dire que si moi je donne mon petit ventilateur qui me fait du froid parce qu'il fait très chaud à Paris en ce moment pendant que je fais la présentation, si je le donne à ma sœur, écologique n'est pas au courant. Ni à mon frère d'ailleurs, ni à n'importe qui. Il y a plein de dons intrafamiliaux par exemple, ou de ventes d'ailleurs, ou à des proches, à des gens qu'on ne connaît pas, mais en tout cas que l'éco-organisme ne suit pas et n'a pas forcément de raison de suivre. Et donc, du coup, on distingue ces différents types de réemploi en disant, mais si tout le monde donne à ses proches, effectivement, il y a peut-être moins de dons par les économies sociales et solidaires, il y a peut-être moins de revente ou de reconditionnement par l'économie conventionnelle, mais en tout cas, il y a un allongement de la durée de vie. Et parce que l'idée de base, c'est quand même de pas envoyer en recyclage des choses qui pourraient fonctionner et surtout qui servent à quelqu'un. Parce qu'il y a aussi beaucoup des sujets économiques. Si un produit fonctionne, mais à 25 ans et personne n'en veut, et ben, du coup, de fait, on n'aura pas de réemploi possible. Donc, voilà les grands types de réemploi. Et une fois qu'on a dit ça, on a aussi du coup quantifié par ces grands types le tonnage réemployé. Et tout ça pour dire qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont concernés par le réemploi, par la réparation. Il y a les éco-organismes, bien sûr, il y a vous les fabricants, parce que c'est vous qui connaissez les produits que vous mettez sur le marché. Il y a les gestionnaires de déchets qui peuvent avoir des produits, récupérer des pièces ou faire de la réutilisation. Il y a les acteurs de l'ESS, on l'a dit, on le redit, qui sont des partenaires majeurs pour du réemploi solidaire. Il y a les réparateurs, bien sûr, et il y a aussi les reconditionneurs. J'en profite pour faire une précision que je n'ai pas faite tout à l'heure. En fait, quand on parle du marché de l'occasion, du réemploi, on distingue le reconditionné de la vente en l'état. Reconditionné, c'est un acteur qui vous revend le produit et qui garantit que ça fonctionne. Quand c'est sur le bon coin ou qu'on vous le file, vous ne savez pas, peut-être ça ne fonctionne pas. Personne n'a vérifié, il n'y a pas de garantie. C'est ça la petite subtilité. Et enfin, les places de marché distributeurs qui sont également des acteurs majeurs sur la revente de produits de seconde main. On en voit de plus en plus. Bon, je vais passer un petit peu vite là-dessus. C'est juste pour dire qu'il y a différentes chaînes de valeur et qu'il peut y avoir des chaînes de valeur avec des sous-traitances par les ESS, par des reconditionneurs. Parfois, ça peut même ne pas se passer en France, par des places de marché. Enfin, c'est pas forcément l'acteur qui fait le tri, l'acteur qui reçoit, l'acteur qui fait le tri, qui diagnostique, l'acteur qui revend. Il y a souvent un peu de logistique. Et qui dit logistique dit aussi un peu coût. Et donc, il faut trouver les meilleures chaînes de valeur pour faire ce réemploi, cette réparation ou la mise à disposition de pièces détachées. Et ce qu'on peut dire côté ESS et ailleurs, c'est que globalement, il faut trouver des modèles économiques qui ne sont pas faciles à trouver. En tout cas, pour certains produits, si je pense par exemple à des produits qui sont assez peu chers, comme une bouilloire par exemple, qui peut coûter 20 ou 30 euros, ou encore une fois mon mini ventilateur qui coûte pas très très cher, c'est plus dur de le réemployer parce qu'on risque de le revendre moins cher que le neuf. Si le neuf coûte moins cher que le réemploi, ça ne fonctionne pas. Donc en gros, on a fait des études un peu économiques pour voir quelle chaîne de valeur fonctionne pour le réemploi. On parle d'équipements ménagers, mais c'est aussi valable pour les équipements professionnels et qui ont beaucoup plus de valeur en général. Donc, je passe un petit peu vite là-dessus. Hop. Et après, donc, un des enjeux techniques, que ce soit pour le réemploi ou la réparation, de former le personnel, de savoir diagnostiquer, de ne pas passer un temps fou, par exemple, à essayer de réparer ou réemployer un réfrigérateur,
alors qu'en fait, ce ne sera pas possible. Il faut pouvoir tester rapidement, parce que aussi, bah, pareil, si on n'a pas de prise pour brancher l'équipement, bah, on ne sait pas s'il fonctionne. Ça, c'est pour les équipements électriques, mais pour les articles de sport et loisirs, bah, ce n'est pas une question de prise, mais il faut quand même vérifier si ça peut se réemployer facilement ou non. Tu prends une raquette de tennis, bah, si elle est tordue, s'il n'y a plus de cordage, c'est compliqué. Parfois, quand on a une tente qui est pliée, on ne sait pas si elle a un trou dedans. Ou pareil pour, je sais pas moi, un trampoline ou des brassards. Donc, il peut y avoir des diagnostics plus ou moins longs et plus ou moins complexes. Et enfin, pour la réparation, il y a ce fameux chiffre, mais qui est un petit peu variable, de 30% du prix, du neuf, ou du prix où ça a été acheté. En gros, on ne fait pas réparer, enfin, c'est une espèce de rapport coût-bénéfice, on ne fait pas réparer si on pense que ça coûterait moins cher et c'est plus fiable d'avoir du neuf. Et quelques facteurs saisonnalité, régionalité, c'est sûr que si vous voulez acheter un surf de seconde main, c'est plus facile de le faire à Brest qu'à Strasbourg. Voilà, il y a des petits facteurs de ce type-là. Je donne un exemple rapide pour un produit qui est l'outillage électroportatif. On en a d'autres. Bah, en général, pour dire bah, est-ce qu'il est réemployable? On va avoir des sélections a priori. Donc, en gros, est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il a été exposé à de l'eau? Est-ce qu'il y a une présence de la batterie? Si la batterie n'est plus là, bah, ça va être plus compliqué parce que racheter une batterie neuve pour le mettre dans un équipement, c'est un coût assez important. La batterie, moteur et carte électronique sont les pièces les plus chères en général et celles qui ont le plus d'enjeux. Il y a un sujet d'âge de l'appareil, bien sûr, pour le diagnostic et en gros d'estimation du prix potentiel à la revente. Donc, parfois, ça va dépendre aussi des marques, hein. Même produit, enfin, même type de produit, même âge, mais une marque plus haut de gamme, il peut y avoir des choix d'acteurs du réemploi, de dire bah, je vais essayer de le réemployer parce que je saurais le revendre. Il peut y avoir des sujets de software. Ici, bah, pour l'outillage portatif, c'est encore plus vrai sur d'autres produits comme l'IT. Et puis, il y a des questions surtout de garantie, parce que la garantie, est quand même un gros driver. C'est-à-dire que quand on achète reconditionné, on ne veut pas acheter un truc qui tombe en rade dans 3 mois. Pareil, quand on fait réparer son produit, on ne veut pas qu'il retombe en rade dans 3 mois. Donc, il y a aussi une question de check. C'est pas parce qu'on a regardé une panne qu'on va pas regarder le fonctionnement général de l'appareil. Il ne faut pas qu'il y ait une autre panne peu de temps après. Et donc, en atelier, après, on va un peu plus loin. Voilà. Et donc, le cas de cette étude sur le réemploi, on a fait pas mal de groupes de travaux avec plein d'acteurs, bah, notamment vous, hein. Je pense que dans la salle, il y a des gens qui étaient là en atelier. Merci à vous, parce que c'est toutes ces études, tous ces sujets, bah, on les co-construit. Nous, on ne connaît pas tous les produits. On a besoin de nos adhérents, de nos partenaires recycleurs ou réparateurs pour bah, avancer et voir comment on pourrait mieux réparer, mieux réemployer. Mais ce qu'on redit là, c'est que bah, c'est pas qu'une question d'âge, mais c'est important. Il y a une question d'intensité d'usage et puis les critères pièces détachées. Si on n'a pas la pièce, on est souvent bien embêté. Mais on va reparler de pièces tout à l'heure parce que les pièces, c'est un gros sujet. Juste laisser la main à Bruno Fradet d'Envie. Bruno, tu es là? Bruno va nous parler de comment ça fonctionne en réalité le réemploi chez les ESS. Et le temps que Bruno mette sa présentation, si vous avez une question dans le chat, j'ai pas vu de question dans le chat. Est-ce que ça veut dire que tout était clair? J'espère. Si tout était clair, vous pouvez mettre des pouces. Si tout n'était pas clair, vous pouvez aussi mettre des pouces vers le bas. Au moins, on sera fixé. Bon, on est rassuré. Merci beaucoup. Ça rassure, Bruno? effectivement, c'est très clair. Super. Bon, Bruno, c'est à toi. Alors, on ne t'entend pas pour l'instant. On voit ta présentation. Alors, on voit bien tout. C'est juste toi qu'on n'entend pas parce que tu as le micro coupé en fait. Ah, est-ce qu'on t'a mis en. Ah, peut-être qu'on t'a mis en. Ah, on n'a peut-être pas fait le C'est job bon là? de. Ah oui, c'est bon, voilà. Je C'est croyais qu'on bon? t'avait Bon, mis bah en mute parfait. automatique. Ah bah écoute, c'est une... Non, 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 c'est pas le but. Donc, c'est tout bon. Ok. Bon, en tout cas, bonjour à toutes et toutes et merci à Robin et Kira pour nous donner un peu de temps pour présenter à la fois le réseau en vie et les activités du réseau et comment elles peuvent contribuer ou participer à faciliter, favoriser l'éco-conception pour les fabricants et autres acteurs de la chaîne. Alors, le réseau en vie, ah, a priori, ça défile pas, ça c'est bien. Non, tu es sûr, quand tu as mis en plein écran, ça t'a mis sur la petite, présentation et pas sur la grande?
C'est en double Ah, écran, globalement, ça t'affiche le mauvais écran. ah, ok. Alors attends, je change d'écran. Parce qu'en fait, je vois pas. Là, c'est mieux? Oui, c'est bon, c'est parfait. Ok. Donc le réseau Envie, c'est un réseau qui a été créé en 1984, donc qui a fêté ses 40 ans l'année dernière. C'était tout d'abord un réseau d'entreprises d'insertion, hein, donc qui crée des parcours d'insertion pour les personnes éloignées de l'emploi. On souhaite chez Envie, on a toujours souhaité que ces parcours soient le plus proches d'un environnement d'une entreprise classique et d'un environnement industriel, de façon à favoriser la sortie, ce qu'on appelle la sortie positive des salariés qui sont en parcours d'insertion. Envie, son créneau d'activité, ça a été dès le départ les déchets d'équipements électriques et électroniques. Dans un premier temps, au travers du réemploi et de la réutilisation, et ensuite au travers de la collecte et du recyclage. Donc 84, création entre un Emmaüs et un directeur d'un magasin Darty à Strasbourg. En 2006, c'est la création des REP et des éco-organismes. Et donc, c'est là qu'on développe une activité de collecte et de traitement recyclage d'équipements de D3E. En 2015, création d'une filiale nouvelle qui s'appelle Envie Autonomie et qui travaille sur le reconditionnement des équipements médicaux. En 2025, on était 53 entreprises d'insertion, dont 6 entreprises, plus 6 entreprises Envie Autonomie. Alors, je l'ai dit, nos engagements, en tout cas nos 4 piliers fondamentaux et ce pourquoi Envie a été créé, hein, on parle de l'emploi en insertion, un peu plus de 2800 salariés en insertion, mais pas seulement. Cette activité a été aussi créée dans un premier temps pour éviter de gaspiller, c'est-à-dire que le directeur de Darty, comme vous l'avez vu à Strasbourg, a dit, mais pourquoi jeter ou mettre à la ferraille des appareils qui pourraient avoir une seconde vie? Alors, malgré tout, c'était moins intéressant économiquement pour lui, parce que la ferraille lui rapportait plus que de créer une activité de reconditionnement. Mais il s'est dit, c'est un gaspillage qu'il faut éviter, donc il a lancé cette activité. Il a mis des produits de côté, et puis il s'est associé avec donc Emmaüs pour créer Envie, en mettant des salariés en insertion. Donc, deuxième pilier, le pilier écologique et la sobriété. Le troisième pilier, c'est une économie virtueuse. On est des entreprises à but non lucratif, donc on réinvestit la totalité de nos bénéfices dans l'outil de production et en grande partie sur la formation des salariés en insertion. Et le dernier, c'est, alors on le connaît un peu moins, c'est un pilier sociétal, c'est-à-dire que ne pas gaspiller, développer les parcours en insertion, avoir un modèle économique basé non pas sur l'ultra-rentabilité et les actionnaires, mais plutôt sur son activité de production en partie et les hommes, eh bien, il y avait un dernier pilier, le quatrième, qui est le pilier sociétal, c'est-à-dire qu'on a souhaité également faire bénéficier à des foyers à revenus modestes des essentiels de l'électroménager, à savoir le froid, la cuisson et le lavage. Donc, dans un premier temps, les structures en vie ont été créées pour justement répondre à ce besoin avec des produits à tarif réduit. Bien sûr, l'évolution des comportements environnementaux aujourd'hui conduisent un grand nombre de consommateurs à s'intéresser à nos produits et aux produits reconditionnés. Donc, on n'a pas que des clients à revenus modestes, mais on a un panel de clients beaucoup plus large. Le réseau Envie, donc voilà, sa cartographie, on couvre assez bien le territoire français, on ne le couvre pas dans sa totalité, hein, mais aujourd'hui, vous avez donc plus d'une cinquantaine d'entreprises sur le territoire français. On n'est présent que sur le territoire français, c'est un réseau d'entreprises français. Nos activités. Alors, donc, on va déjà procéder à la collecte des appareils, alors soit dans les déchetteries, soit sur des plateformes logistiques, soit dans les magasins, soit un peu à domicile. Et une fois qu'on a fait la collecte, on trie les appareils. Nous, notre première orientation de tri, c'est pour faire du réemploi. Ce n'est pas pour faire du recyclage, c'est d'abord le réemploi.
avec deux notions dans le réemploi pour appareil, donc je réemploie un appareil pour qu'il reparte et soit revendu en appareil, mais lorsque je ne peux pas, j'essaie de voir si cet appareil ne présente pas du potentiel en termes de pièces détachées d'occasion qui vont me servir soit à reconditionner un appareil, soit à de la réparation, soit à des réseaux de réparateurs, des réseaux de reconditionneurs, etc. Et en dernier lieu, je vais faire du recyclage. Ensuite, dernière activité que nous avons, c'est la vente et la location. Donc, nous vendons par nos propres réseaux de magasins, mais pas que. Aujourd'hui, on a diversifié nos canaux de vente. Et bien entendu, nous avons associé nos produits à de la garantie. Donc, au début, nous faisions de la garantie d'un an. Maintenant, nous garantissons les produits 2 ans. Et donc, on a développé des activités de service après-vente, de réparation, toutes marques, que les produits aient été achetés chez Envie ou pas. Nous sommes aujourd'hui Quali-Répar pour un très grand nombre de nos structures. Quelques chiffres, donc quasiment 3800 collaborateurs, dont 2850 en insertion. Quasiment 70% de retours positifs à l'emploi. On a réemployé 156 000 appareils en 2023. En 2024, on est un peu au-dessus de ce chiffre-là. De mémoire, on a dépassé les 160 000. 53 entreprises d'insertion. Et on a collecté à peu près 180 000 tonnes de produits électriques des 3E. Et on en a traité à peu près 140 000 en recyclage. Les segments de produits sur lesquels on est, donc on est au départ, et vous l'avez compris, sur le ménager. Hein, donc notre cœur de métier, c'est le lavage, la cuisson, le froid. Mais depuis quelques années, on se diversifie. Aujourd'hui, on fait du petit électroménager. Alors, je suis désolé, effectivement, l'écriture en dessous est un peu petite. Donc, micro-ondes, téléphonie, informatique, soins et beauté, robots de cuisine, broyeur à café, machine à café, aspirateur, etc., etc. On reconditionne également tout ce qui est écran, téléviseur. On s'est lancé dans la mobilité, donc trottinette, draisienne, vélo électrique, dans les ABJ thermiques et électriques. Ces deux dernières activités, elles ont été portées et soutenues par Écologique et ses adhérents. Donc, je tiens à le souligner parce que sans cet accompagnement, ce soutien, il n'est pas certain qu'on y serait allé. Et puis également, on commence à développer le secteur professionnel, alors sur des compétences qu'on a en interne, lavage, cuisson, froid, mais également les panneaux photovoltaïques. Hein. Donc ça fait maintenant 4 ans qu'on fait du reconditionnement de panneaux photovoltaïques. Et puis depuis peu, mais plutôt encore en phase expérimentale, l'éclairage, l'outillage professionnel, les pompes à chaleur, les ballons d'eau chaude, chaudière, les bornes de recharge électrique. Voilà, on en est là vraiment au démarrage, à la phase d'expérimentation. Et puis Envie Autonomie, donc, qui a été créé en 2015, qui est donc une filiale qui collecte, reconditionne des appareils médicaux inutilisés, fauteuils roulants, verticaliseurs, lits médicalisés, etc., etc. Toujours avec le même modèle économique et avec les mêmes enjeux sociétaux, sociaux, impact environnemental, etc. Alors, quelques partenaires. Les majeurs, les éco-organismes, hein, donc écologiques, Soren, qui est sur les panneaux photovoltaïques, et puis écosystème. Parmi nos contributeurs majeurs en termes de gisement et d'activité, eh bien, les distributeurs comme United Bee, Darty, But, Conforama. Mais également des industriels. Hein. Donc, je ne vais pas vous faire toute la liste, je vous laisse prendre connaissance de cette liste, mais cette liste s'étoffe petit à petit parce que, effectivement, les industriels ont des besoins, ont des réflexions autour de, non pas que de la réparation, mais sur le réemploi, le reconditionnement, la pièce détachée d'occasion, etc., etc. Et puis des secteurs émergents ou des acteurs émergents et des partenaires émergents, des distributeurs de pièces détachées d'occasion, comme SOS Accessoires, Agora, Sparka, DPDO, SDS. Alors, on ne fait pas du démantèlement uniquement pour nos propres besoins d'atelier, mais aujourd'hui, on vend de la pièce détachée d'occasion, soit par nous-mêmes, soit par l'intermédiaire de ces distributeurs.
Le e-commerce aussi se développe avec Cdiscount, Amazon, Whippy, et puis les distributeurs pro comme Rexel, Sonepar, et les assureurs. On a de plus en plus d'assureurs qui nous appellent pour établir et mettre en place des prestations avec eux pour leurs clients. Donc voilà un petit peu la présentation d'Envie, ce que l'on fait, dans quel domaine on travaille. Et puis, c'est poser la question de comment on contribue à l'éco-conception par nos activités. Alors, je dirais l'éco-conception en soi, elle contribue parce qu'elle est un facilitateur des actes d'allongement de la durée de vie. Hein, l'enjeu, on l'a tous compris, c'est réduire l'empreinte environnementale sur les ressources et les émissions de GES sur tout le cycle de vie d'un produit. Pour ça, les leviers, on en connaît un certain nombre, hein, des produits plus durables, plus facilement réparables, parce qu'ils participent à l'allongement de la durée de vie, ils facilitent la maintenance, la réparation, le reconditionnement. Mais pas que, il y a l'incorporation aujourd'hui de PIEC, de composants critiques, de matières critiques, stratégiques, dans les cycles d'assemblage et de fabrication. Hein, on le voit, l'Europe veut reprendre une partie de souveraineté sur un certain nombre de ces composants et de ces matières. Il y a réduire la nocivité des appareils, en tout cas des composants qui les composent, et optimiser la consommation énergétique. J'ai mis dépend des appareils parce que souvent on nous dit oui, mais reconditionner les appareils, c'est avoir des appareils qui ont une consommation énergétique qui est plus forte que les nouveaux appareils. Oui, mais si on fait un bilan global, et nous on l'a fait, on a une ACV qui a eu son analyse critique, donc on peut partager les éléments publics, on s'aperçoit que sur la plupart des catégories d'appareils, le reconditionnement est bénéfique. Quels sont les moyens pour arriver effectivement, pour que l'éco-conception nous facilite les choses? C'est standardiser les pièces, standardiser un peu les appareils, rendre plus disponibles les pièces, les délais raccourcis, disponibilité des notices, facilitation de la réparation composants, la mise à jour des logiciels, concevoir pour une accessibilité, un démontage simple et rapide, avoir un maximum d'informations sur le produit, mais également mieux éclairer le consommateur via l'indice énergétique, réparabilité, durabilité. Et puis, bien entendu, vous en avez parlé, comodulation et autres incitations financières aux produits les mieux conçus, ou inversement, pénalité pour les produits les moins bien conçus. Mais tout ça, c'est sur des environnements, des logiciels, des endroits qui sont totalement différents. Donc aujourd'hui, on pense que l'un des vecteurs qui va favoriser l'éco-conception, en tout cas donner accès à une information pour favoriser l'éco-conception, c'est le passeport digital. Passeport digital, toute l'information est au même endroit. Vous allez y retrouver l'empreinte environnementale du produit. Vous allez y retrouver toutes les informations à chaque étape de son cycle de vie. Vous allez y retrouver tous les services associés, vous allez y retrouver les mises à jour, vous allez y retrouver les rappels produits, et vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Un seul endroit, un seul clic, il y a un QR code, on clique, le consommateur, le réparateur, le fabricant, le distributeur, il clique, il a toutes les informations, et il peut lui-même rajouter des informations. Et tout ça dans un environnement sécurisé. Alors, on a lancé, et fort de tout ça, fort de nos activités, de ce qu'on savait faire, on s'est dit comment on peut aller un cran plus loin. On a lancé un projet qui s'appelle Circular Replay. Circular Replay, c'est tout simplement essayer de réaliser la première supply chain circulaire d'appareils électroménagers. Alors, les objectifs et les enjeux sont les mêmes, hein, réduire l'utilisation des ressources, réduire l'impact environnemental, augmenter le taux de réutilisation, mais aussi améliorer la qualité du recyclage, le taux de qualité des matières recyclées avec la mise en place de boucles circulaires plus spécifiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à faire du broyage et je dirais, du recyclage un peu grosse cavalerie, ou est-ce que demain, il faudra commencer à réfléchir, à se dire peut-être que tel et tel composant, j'ai intérêt à les extraire avant, proprement, parce que j'aurai plus de valeur et parce que je pourrai plus facilement les réutiliser, les incorporer dans mon process industriel. C'est un projet qui a été financé en 2022 par le PERT et ensuite qui a fait l'objet d'une sélection au programme LIFE de l'Union européenne en 2023. C'est un projet donc qui a pour objectif de créer des processus assistés par intelligence artificielle, conçus et développés pour faciliter l'identification et la réutilisation des composants d'électroménager à potentiel. L'ensemble des composants
sont certifiés, sécurisés et d'origine circulaire, de façon à et peuvent être donc facilement réintroduits dans un process de fabrication. Et tout ça grâce au passeport numérique. Ça a aussi été l'occasion de créer une symbiose industrielle entre les différents acteurs de la filière, puisque nous avons des acteurs industriels, vous avez un acteur comme Envie, et vous avez des acteurs sur la partie recyclage. Ça va être l'occasion de tester, de voir s'il y a un business model, lequel, et d'essayer de promouvoir sa réplicabilité, en tout cas la réplicabilité de solutions adaptées. Concrètement parlant, Circular Replay, ça a démarré en Espagne en septembre 2024 sur les plaques vitrocéramiques. Objectif, c'était d'extraire les composants essentiels et d'essayer de les réintégrer, les réincorporer dans une nouvelle plaque, on va dire, avec un maximum de composants réintégrés. Opérationnellement, il y a 2 lignes de démonstration qui sont en place en Espagne. Il y a 11 sources de déchets qui ont été activées et 4 communautés autonomes, hein, ce serait un peu l'équivalent des collectivités locales chez nous. Et au terme des 2 premiers mois de projet, il y a eu 300 tables de cuisson qui ont été séparées et qui ont été expédiées vers ces centres de préparation au réemploi. Alors, vous voyez que la notion, chez nous, on parle de préparation à la réutilisation, eux parlent de préparation au réemploi, donc la notion de reuse, elle est quand même importante. La suite, en France, c'est un partenariat exclusif avec Envie sur des segments de produits à tester. Donc, aujourd'hui, on a identifié les trottinettes, certains PAM à valeur, des écrans, le lavage. Les processus implémentés seront la réception, le tri, le diagnostic, le reconditionnement, le démantèlement et le recyclage. Bien entendu, ces solutions, elles ne s'adressent pas qu'à Envie. L'objectif, c'est que ces solutions puissent s'adresser à des projets industriels portés par des entreprises industrielles ou des distributeurs qui souhaitent, je dirais, renforcer et aller changer de paradigme sur leur modèle économique et aller vers des modèles économiques circulaires plus résilients. Voilà, donc c'est pas destiné que je dirais, aux éco-organismes, à Envie ou aux acteurs du remploi, mais véritablement, c'est des solutions qu'on veut développer pour le compte d'industriels. En une slide, voilà un peu le processus. Alors, il peut paraître un peu complexe. Je vais essayer de mettre ma petite flèche si vous la voyez. Est-ce que vous la voyez? Alors, pas pour l'instant. Non? Si, moi je la Bon. vois. Ah, Elle bon, est alors. relativement Alors, petite, mais désolé, ouais, elle est on un la voit peu. se balader. Ah, si, Donc, c'est on bon, va je la vois. démarrer, on va collecter, hein, donc on va collecter en magasin, chez les gens, déchetterie, où vous voulez. On transporte, on arrive sur un centre de stockage. Là, on procède à un tri. Alors, jusqu'à présent, le tri n'était pas compliqué. C'était, bon, est-ce qu'il peut aller au réemploi ou est-ce qu'il peut aller au recyclage? Voilà. Là, déjà, on a une première étape qui va être en utilisant au maximum toutes les bases de données des réparateurs, des fabricants, des constructeurs. Ça va être de dire, je passe au scan chaque produit et l'outil va déjà me dire, va dire à l'opérateur, attention, ce produit, potentiellement, il faut mieux que tu l'envoies en réemploi pour appareil, il vaut mieux que tu le démantèles pour pièces, et c'est 7 pièces, 7 pièces, 7 pièces que tu vas démanteler, ou tu l'envoies en recyclage, et c'est 7 pièces, 7 pièces, 7 pièces que tu vas démanteler pour le recyclage spécifique. Et ensuite, voilà, on va aller soit vers un recyclage spécifique, soit vers de la pièce détachée, soit vers du réemploi. Et les pièces détachées, comme vous voyez, soit on les vend à des réparateurs, soit on les vend à des industriels pour les incorporer de nouveau dans leurs produits, soit on les remet dans l'espace circulaire, c'est-à-dire que dans l'espace reconditionnement, puisque nous, on va les utiliser aussi pour reconditionner les produits. Quant à la partie recyclage, eh bien, le fait d'avoir identifié préalablement des composants stratégiques ou des composants intéressants pour les réincorporer ou les recycler de façon beaucoup plus fine, plus efficace, eh bien, on va changer le paradigme du recyclage. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose avec ce projet, est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à dire tout doit être envoyé plus ou moins au même endroit par grande famille, et puis on broie, puis on extrait la ferraille, mais de façon, on va dire, avec une certaine efficacité,
mais on pourrait aller beaucoup plus loin, ou est-ce qu'on va créer des boucles de recyclage circulaire spécifiques à certains composants? Voilà, donc c'est vraiment l'enjeu de ce projet, c'est de dire en entrée de chaîne, j'identifie le potentiel de valeur de chaque produit et je l'envoie au bon endroit et je dis à mon opérateur, c'est ça que tu auras à faire sur tel et tel produit. Voilà un petit peu bien entendu, voilà un peu le projet sur lequel nous travaillons actuellement. Bien entendu, CircPass, c'est l'ancien mot pour, ouais, c'est l'ancien système de passeport digital. Tout ça doit se faire et doit s'intégrer dans un seul vecteur et véhicule d'information. Et donc, ça sera le passeport digital, le DPP, dont on entend parler de plus en plus ces derniers mois. Voilà. Je Merci crois Bruno. que j'ai terminé. Voilà. Donc, simplement, bah, voilà, alimenter les éco-concepteurs par le retour d'expérience des acteurs de la chaîne, c'est-à-dire créer une symbiose industrielle, créer un véhicule de transport sécurisé de l'information. Et en vie, bah, nous, on est présents depuis 40 ans. Et avec ce projet Circular Replay, on veut juste répondre plus efficacement aux enjeux de circularisation des modèles économiques par une solution industrielle, je l'ai dit, ouverte à tous et à faire progresser collectivement. Donc, tout industriel, tout acteur économique qui souhaite travailler sur ces enjeux de modèles circulaires, bah, écoutez, on peut discuter, on peut regarder, on peut voir comment on peut vous intégrer dans ce projet global. Merci à tous, merci de votre attention. Merci Merci Robin. beaucoup Bruno, c'était parfait. Voilà, le message est passé, hein. Le but c'est de faire des actions un peu collectives. Digital Product Passport, tout ce sujet-là, enfin, manifestez-vous si ça vous intéresse auprès de nous, auprès d'Envie. Le but c'est de faire des books qui fonctionnent en nombre maximum. C'est vraiment très ouvert et il y a plein de choses à apprendre. Mais surtout dans ce projet-là, Circular Replay, il y a plein de petites choses différentes. S'il y a certaines parties qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire parce que pareil, pour le Digital Product Passport, on ne sait pas forcément ce que vous souhaitez faire, mais on souhaite vous accompagner et envie pareil. Donc, je pense que le message est passé. Il y aura des appels à manifestation d'intérêt côté écologique, des appels à projets, donc du soutien financier, opérationnel aussi. Voilà, si vous voulez travailler là-dessus, eh ben, n'hésitez pas. Vous êtes au bon endroit. On va essayer de faire plus vite pour la partie enjeux comportementaux. Merci Bruno. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, puisqu'on va être un peu pris par le temps. Mais Bruno est toujours là pour répondre aux questions dans le chat si vous en avez. Et bien sûr, vous aurez son adresse email ensuite, ou vous pourrez le trouver sur LinkedIn s'il y a des questions un peu spécifiques. Parlons maintenant du coup d'enjeux de comportementaux. Tu veux y aller, Kira, ou je fais? Non, vas-y, vas-y. Tu Bon, le allez, feras plus on rapide. va faire ça vite. Comportementaux, c'est passionnant. C'est une sorte de psychologie sociale, mais on va le faire vite. Donc, en gros, on étudie les comportements des réparateurs et des consommateurs pour savoir, bah, au-delà des freins techniques ou des leviers techniques, bah, en fait, parfois, on ne fait pas réparer parce qu'on pense que c'est trop cher, parce que le réparateur nous dit, oh, bah non, c'est pas réparable ou ça va vous coûter trop cher. Et donc, bah, il y a des dispositifs comme le fonds réparation, que vous connaissez bien, hein, qui servent bah, essayer de lever ce frein économique, mais qui n'est pas le seul frein. Hop, donc là, les chiffres rapidement, ça donne un peu le vertige, mais en même temps, les plus 300% ou plus 600%, c'est surtout que bah, c'était le début, c'est pas l'état stationnaire, donc bien sûr qu'on progresse, heureusement. Il y a encore des choses à faire, il y a des produits qui sont très bien réparés dans le cadre du fond, je pense au lave-linge, je pense au lave-vaisselle, notamment par Envie, à d'autres acteurs aussi, je pense au téléphone portable, mais pour d'autres produits, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ne pas hésiter à nous en parler ou parler à nos collègues chez Écologique, pardon, l'équipe de Basilios. Donc voilà, on a quelques stats, mais que là, pour le coup, Basilio, ça organise des webinaires aussi pour dire à quoi servent ce fonds de réparation, comment il évolue, en gros, à quoi sert la contribution. Donc, on va pas trop le développer ici, mais voilà, n'hésitez pas, hein, il faut que ce soit transparent pour vous. Hop, et donc, l'occasion de rappeler une étude de l'ADEME faite récemment et qu'on va pouvoir développer un peu sur les pannes et tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la représentation sociale de la réparation. Quand on dit réparation, à quoi on pense d'abord et qu'est-ce qui est ensuite le plus important? Et les gens pensent d'abord économie, pensent bricolage, pensent réparer, bien sûr, normal, hein, réparation, réparer, pensent un peu durabilité ou recyclage. Donc voilà, c'est ça. C'est le type de mots, en fait, quand on voit ce que les gens pensent, bah, ça permet aussi, après, quand on fait les recherches Google ou de sujets de marketing, bah, ça permet aussi de comprendre comment adresser le sujet. Je te donne un exemple tout bête qu'on avait récemment.
les gens ne tapent pas forcément réparer un réfrigérateur. On met réparer notre frigo sur Internet. Et donc, faut trouver l'information assez vite ensuite avec les mots qui ont été tapés. Et donc, il y a beaucoup l'électroménager ou la voiture, c'est plutôt dans la tête des gens de faire réparer. Quand on parle, par exemple, de produits qui ont moins de valeur, ou par exemple, les articles de sport et loisirs, on avait ce cas sur les ballons. Réparation de ballons, c'est au-delà du fait que ça ne se répare pas forcément si bien que ça techniquement, bah, les gens n'ont pas le réflexe de réparer un ballon, par exemple, ou d'autres produits. Par contre, on voit quand même le vélo, par exemple, y retrouver Oui, ça. c'est vrai. Et donc, bah, il y a un fonds réparation sur les vélos, ça, je pense que vous le savez. Passer assez vite sur les modèles comportementaux. Donc, encore une fois, c'est des sciences sociales. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. On peut entrer plus dans le détail sur en gros, les facteurs qui influencent les comportements. Pour faire très simple, donc on parlait des conceptions et aussi des comportements des gens. Il y a entre le comportement réel et ce qu'on pense, il y a un écart. Je pense que c'est bien de trier, puis après, je dis je vais trier, et enfin je trie. Entre le moment où on dit je pense que c'est bien, si je pense que c'est mal, je vais sûrement pas le faire, mais il y a plein de gens qui pensent que c'est des bonnes idées de réparer et de revendre. C'est ce qu'on a vu au début, et pour autant, tout le monde ne le fait pas systématiquement. Parfois pour des questions spécifiques à l'équipement, et parfois aussi pour des questions de normes. Je te donne juste un exemple sur les normes sociales. Si tous vos proches font réparer leurs produits, ça va vous paraître normal de faire réparer. Mais si pour tout le monde, si vous faites réparer votre produit, vous êtes un ringard, radin et autres, ben, peut-être que vous n'allez pas le faire. C'est bête, mais c'est vrai, c'est des choses qu'on étudie du coup. En gros, faciliter le comportement. Si on prend aussi bah, l'aspect logistique, quand on parle de réparation, il va y avoir le délai de réparation. On peut se passer pendant 2-3 semaines d'une tondeuse. Bon, peut-être sauf au printemps, mais on peut anticiper la saisonnalité. Faire 2-3 semaines sans frigo au mois de juin, c'est un peu plus compliqué. Donc, faut le réparer vite ou avoir des produits en remplacement en prêt. Voilà, il y a plein de petits exemples comme ça. Ce qu'on veut dire, c'est que même dans un comportement, bah, il y en a plusieurs. On peut réparer soi-même, réparer à l'aide de pros, et on l'encourage, ou faire réparer par des experts. En retenant que bah, le point de base, c'est une fois qu'on fait réparer une première fois, en général, on est satisfait et on poursuit. On continue à faire réparer. On prend ce réflexe de la réparation qu'on peut avoir parfois un peu perdu. Et le fonds réparation a justement cette vertu. En très peu de mots, on a fait, bon, le mot va être pompeux, mais un état de l'art de la littérature scientifique, c'est-à-dire tous les papiers, toutes les publications scientifiques qui parlent de réparation dans le monde. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc, ça, c'est pas si long que ça. On aimerait bien qu'il y en ait plus et on espère qu'il y en aura plus, mais c'est pas que des sujets qui sont très étudiés. Et de ça, on peut retirer quand même quelques recommandations que vous lisez là. Sensibiliser les consommateurs pardon, sur le point d'achat. Bah, c'est un peu l'indice de réparabilité, mais pas seulement. Il faut savoir aussi où sont les réparateurs, combien ça va coûter, enfin, rassurer en fait, à promouvoir une culture de la réparation, bah, donc le fait que qu'on sache que ça se répare. Il y a une incitation financière, on le voit en dernier, c'est pas qu'une question d'argent. Le fonds réparation, ça aide, mais il n'y a pas que ça. Et donc, bah, il y a une question de simplification de processus. Et si vous souhaitez travailler sur ces comportements de réparation, par exemple, faire une communication engageante pour que les gens reviennent dans votre magasin pour faire réparer, bah, n'hésitez pas, sachant qu'on a quelques faisceaux d'indices qui disent que, et là c'est assez intéressant ce que je veux dire, je pense, contrairement au recyclage, on a du mal à collecter en distribution principalement parce qu'en fait, les gens ne viennent pas dans le magasin. Bah, ils font leurs courses, par exemple, mais après, ils ne vont pas poser leurs produits. C'est pas parce qu'ils posent leurs produits qu'ils vont faire leurs courses ici. Par contre, quand on vient dans je sais pas, un distributeur pour faire réparer, on a aussi plus de chances d'avoir de l'achat. Donc, il y a une corrélation positive entre le fait de faire réparer dans l'atelier, au fond du distributeur ou du magasin, et le fait d'acheter dans ce magasin. Donc, il y a en gros intérêt à avoir des ateliers de réparation dans ce magasin. Je dis ça simplement, c'est des trucs qu'on a vu sur certains types d'équipements, notamment l'outillage, mais ça peut être valable sur d'autres types. Il faut voir les secteurs et voir les business models. En tout cas, il y a un truc à faire. Essayer de passer vite. Donc là, on parle de réparation, on va aussi parler un peu de dons, mais on peut aussi parler de vente, d'achat, de programmes de reprise. Là, bah, pareil, il y a plusieurs choses, dons caritatifs, dons individuels, programmes d'échange. Donc plusieurs comportements pour lesquels on a également fait une revue de littérature. Et donc, avec quelques recommandations qui ressortent euh, sur la slide suivante, si tu peux, Kira. Pardon. Ouais, jouer sur une norme sociale, comme je vous disais avant, et réconforter, donc en fait rassurer. Ce sont des choses qui sont utilisées un petit peu en marketing par des associations bien connues, la Croix-Rouge, Amnesty ou autres, vont vous dire, ben voilà, on est transparent sur l'argent que vous nous donnez si vous faites des dons, ben, que ce soit des dons d'équipement ou des dons financiers. Et l'idée est la même, c'est à quoi ça sert et essayer d'impliquer un peu les valeurs personnelles. Parce que souvent on se dit, bah, j'ai donné, j'ai fait mon geste, mais c'était une goutte d'eau dans l'océan.
Bah oui et non. Ça a servi à quelqu'un, vous donnez votre téléphone portable à Emmaüs Connect, bah ça sert à quelqu'un à côté de vous. Bien sûr, ça ne résout pas la question de la pauvreté dans le monde, mais en même temps, quelqu'un a un téléphone portable. Et donc, bah, ça peut être rassurant quelque part. Et de dire que le don, bah, est-ce que c'est cohérent avec mes valeurs personnelles, avec ce qu'on appelle les normes intrinsèques, quoi. Parce qu'en général, on a tendance à, pas toujours, hein, mais à être cohérent entre nos pensées et nos actes. Pas toujours, il y a parfois des dissonances cognitives, mais si vous pensez que c'est bien le don, bah, on est capable de vous rassurer, nous et les acteurs comme Envie, sur le fait que quand vous donnez un équipement à Envie, il est entre de bonnes mains et il servira ensuite. Bah, donc écologiquement, ce sera servira parce que ça allongera la durée de vie et ce sera aussi revendu à réemploi, enfin à prix solidaire à des gens qui en ont besoin. Avançons un petit peu parce qu'il y a les questions d'éco-conception. Bon, voilà, quelques stats. Là, côté ADEME, on en a aussi sur pourquoi on fait réparer ou pas, le nombre d'autoréparations, l'âge, les coûts de la réparation. Tout ça, on a ça sur plein de produits. Si ça vous intéresse sur vos produits, on a des fichiers Excel. Là, c'est ceux de l'ADEME, donc il faudra leur demander pour les résultats un peu plus précis, mais ces résultats sont sur Internet. Et nous, on a aussi plein de stats. De façon générale, on a plein de stats. Ne pas hésiter à nous poser la question. Si on a l'info, on vous la partage. Vous êtes adhérent écologique, donc ça fait partie du service. Et pour préciser, donc du coup, le lien, de l'étude de l'ADEME sera évidemment mis, dans la présentation. Vous y aurez accès. Il y a vraiment de tout. Ça va de l'ameublement aux gros électroménagers, à l'outillage, aux équipements de jardin, aux vélos. C'est pas uniquement sur nos REP, à nous, ils ont vraiment fait un énorme panorama. Par contre, nous, ce qu'on a en interne et ce qu'on a fait, nous, écologique, notamment sur, les articles de sport et loisirs et les articles de bricolage thermique, c'est ce genre d'éléments, ce genre en fait de slides très denses issus des études de durabilité où en fait vous allez pouvoir retrouver les durées de vie moyennes, les types de gestes d'entretien, ce que font les professionnels et les particuliers, notamment face aux dommages rencontrés, etc. Les raisons de fin de vie, pareil, entre particuliers et professionnels. Et à chaque fois, ce genre de slides, elles sont par pair dans les études de durabilité. Pareil que vous pourrez retrouver, dont vous pourrez retrouver le lien dans la présentation finale. C'est suivi par une slide, de conseils en fait, et avec l'état des lieux et les leviers en fait de durabilité que vous pouvez mettre en place. On a ce genre de questions parfois, notamment pour les plans de prévention et d'éco-conception, de quel type de levier je peux utiliser, quel type d'action je peux faire. Là, vous avez vraiment des panoramas sur des typologies de produits à chaque fois. Donc forcément, on a les différentes typologies de produits en AVJ et pareil en ASL, il y a le vélo, le trampoline, des choses comme ça. Heu donc pour chaque, groupe de produits, vous allez pouvoir retrouver du coup ces ensembles avec les états des lieux, les leviers et toutes les informations, précises par catégorie de produits. Tiens, juste donner une stat que je donne souvent parce qu'elle me fait rire. Sur les tondeuses, en fait, on a des corrélations, bah, pareil sur notre produit, et donc on a des choses ça sera public, mais il y a des choses plus précises qui sont accessibles plutôt à nos adhérents. Il y a 7% des tondeuses qui sont stockées dehors sans bâche en hiver. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas rien. Et ben, on sait corréler le fait qu'il y ait des pannes, ce qui est logique pour qui vend des tondeuses, au fait de stocker dehors sans bâche sa tondeuse. Et en fait, le fait de corréler la panne avec un comportement consommateur, ça peut permettre aussi d'anticiper du SAV pour donner la bonne information au consommateur qui permettra de garder son produit et de ne pas revenir pendant la période de garantie. Donc, on a quelques informations comme ça qui existent ici sur les tondeuses, mais également sur d'autres produits, corrélation, panne, durée de vie, comportement. Voilà. Et on va passer du coup plus particulièrement sur les enjeux de la réparation, donc avec, les indices réparabilité, durabilité et des informations sur les pannes et les coûts associés. Donc déjà peut-être un nouveau petit point légal, Aurore, tu es plus familier avec, avec ces Bon, textes. je vais le faire vite parce que là, vous n'allez rien découvrir, hein. Article 58, article 62, c'est le fonds de réparation, mais c'est toujours bien de rappeler d'où ça vient, c'est avec ces aspects réglementaires. L'article 58, on ne va pas en parler ici, mais pareil, on aimerait bien en reparler avec vous si vous en avez l'occasion. C'est l'achat public, le fait que dans les commandes publiques, notamment par les collectivités, il doit y avoir un nombre, donc ça dépend des types de produits, hein, que sport, IT, électroménager ou autres,
qui doit être issu de l'économie circulaire, c'est-à-dire contenir de la matière recyclée, des pièces issues de l'économie circulaire, des produits réemployés. Et donc, bah, c'est encore un petit peu nébuleux à ce stade. Les collectivités commencent à s'en saisir, mais surtout, ce qui nous semble, c'est que ça peut être une opportunité pour des marchés publics pour vous, producteurs. Donc, intéressé pour voir comment vous y répondez, si c'est des choses qui sont importantes pour vous, si dans les marchés vous voyez des choses un petit peu étonnantes. En tout cas, ça va favoriser le réemploi de biens parce qu'il y aura une offre, enfin une demande en face de l'offre de produits réemployés que peuvent avoir Envie, par exemple, ou d'autres acteurs. Et pour préciser, donc ça, les statistiques en ASL et en ABJ, vous les retrouverez dans les études d'intégration de matières recyclées, pareil, qui ont été faites en doublon des études sur la durabilité sur les deux filières. Il y a un focus spécifique sur les achats publics, donc comme disait Robin, autour notamment du sujet de l'intégration de matières recyclées. Après, Bruno, on a parlé un petit peu les pièces. On ne fait pas un focus sur les pièces, mais alors pour le coup, pour nous, c'est l'année des pièces détachées. Parce que pour le fonds réparation, il y a le pièce issu de l'économie circulaire. Il faut bien définir ce que c'est. Les questions de pièces de contrefaçon, pour vous, on préfère éviter quand on est producteur. Pareil pour Envie, pareil pour les gens qui ne veulent pas avoir un truc qui leur pète à la tête, on va dire. Une batterie, typiquement, hein, pour ceux qui étaient au webinaire batterie ce matin avec Battery Box, il y a des gros sujets de sécurité avec le règlement batterie. Donc, on ne va pas y revenir ici. Mais en tout cas, il y a quelques décrets d'application qui disent que, en tant que fabricant, vous devez garantir la disponibilité de pièces détachées pendant plusieurs années pour favoriser la réparation. Et c'est souvent des dispositifs d'éco-modulation derrière ça. Et donc, derrière, l'objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition des pros des pièces pour, comme a dit Bruno, éviter le broyage. S'il nous manque une pièce, il faut pouvoir la sortir de la chaîne de valeur de la fin de vie pour pas que ce soit la cause de la fin de vie du produit. Et donc, il y a une étude de l'ADEME en 2024 qui a un peu posé les bases avec des consultants qu'on connaît assez bien. Et là, actuellement, avec un ancien d'Envie, Frédéric Rivas, et avec d'autres acteurs, on se pose la question de la classification d'une pièce issue de l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment de la chaîne de valeur faudrait-il la prendre ou les prendre? Lesquels font sens ou non? Parce qu'on va peut-être pas tout démonter pour avoir accès à une vis qui est standard, alors qu'il y a des vis dans tous les produits. Mais il y a des choses plus ou moins standards. J'ai appris, pour moi, les paniers de lave-vaisselle, c'était très standard. En fait, j'ai appris que pas du tout. Ça dépend des produits, des paniers pour les couverts. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de voir comment mettre en place des chaînes de valeur et permettre une économie circulaire plus intéressante en termes d'environnement et d'économie. Et donc, là, si ça vous intéresse, pareil, les études se lancent avec nos confrères d'écosystème, d'abord sur les gros électroménagers, ensuite IT. Petit appareil électroménager, outillage, selon les intérêts, mais en tout cas, il faut qu'on arrive à dupliquer et d'avoir une méthode un peu globale. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, les ateliers vont commencer en septembre. Pour l'instant, on est en phase de cadrage, mais n'hésitez pas à nous partager les infos et surtout vos questions, parce qu'on va essayer d'y répondre collectivement. Et donc du coup, un petit focus quand même sur les indices de réparabilité et de durabilité. C'est des questions qu'on a beaucoup sur la filière des 3E, rien qu'avec la modulation qui a été mise sur l'indice de réparabilité. Et pas mal de questions, du coup, notamment entre quelle est la différence entre les deux. Donc, un petit point, l'indice de réparabilité, il a été mis en place en 2021 avec 9 catégories. L'indice de durabilité, lui, il arrive en 2025 et il s'applique uniquement sur 2 catégories de produits actuels, alors qui recouvrent 3 des anciennes catégories de produits de l'indice de réparabilité. Vous aurez le listing juste après. Pour l'indice de durabilité, globalement, va prendre ensuite tous les critères de l'indice de réparabilité et y rajouter la fiabilité, la robustesse, la maintenance, etc., en plus de la démontabilité, la disponibilité, prix des pièces détachées, qui étaient déjà. On a effectivement pareil, une note sur 10 donc de chaque, et c'est vraiment, je dirais, le scope en fait qui va changer. L'indice de durabilité, c'est un indice de réparabilité amélioré et avec d'autres éléments pris en compte. Donc on voit que ça avance par là. Au niveau de l'ESPR, on a des notions de durabilité qui sont incluses. Comme on dit, de toute façon, les travaux au niveau européen vont venir alimenter en fait ce qui va se passer en France. Donc c'est à suivre sur les deux niveaux, à la fois en Europe et à la fois en France. Mais vous verrez, on a déjà un petit programme de prévu sur ce genre d'éléments.
en France en tout cas. Et donc, comme je disais, sur les 9 catégories de produits de l'indice de réparabilité à ce jour, donc les téléviseurs, lave-linge Hublot et lave-linge à chargement par le dessus, en fait, ont été passés dans l'indice de durabilité, à savoir que les deux types de lave-linge, en fait, comptent comme une seule et même catégorie maintenant. Et donc la grille, pour vous la remettre rapidement, donc ressemble à ça, hein. C'est vraiment la même, enfin la grille de la réparabilité plus la grille de la fiabilité en complément. Et donc, comme je disais, c'est pas des scopes qui sont amenés à rester figés, ils sont amenés à évoluer. Et donc, du coup, il y a 3 vagues de travaux qui sont prévues dans les prochaines années, donc globalement de 2025 à 2027. La première vague, on va rajouter tout ce qui va être robot culinaire, sèche-cheveux, enceinte audio, vélo, assistance électrique. La deuxième vague, donc pour 2026, elle va rajouter les micro-ondes, les rasoirs et épilateurs électriques, les casques audio et les trottinettes électriques dont on parlait tout à l'heure. Et la vague 3 va rajouter les friteuses à air, les appareils de coiffage, vidéoprojecteurs et climatiseurs. Donc là, les travaux sont à définir, ils sont à peu près en 2027. Pareil, il y a toujours une question d'overlap avec le SPR, quand est-ce que ça arrivera exactement, et donc du coup, quand est-ce que les travaux sur ces indices sont à prévoir. En tout cas, c'est les scopes qui sont prévus, donc ça va s'ajouter petit à petit. Si vous voyez certains de vos produits, je vous conseille de suivre de plus près, je dirais, ce qui va se passer là-dessus en fonction des calendriers. Et donc du coup, au niveau des écomodulations, on a des anciennes écomodulations comme des actuelles et des futures qui sont autour de la notion de durabilité, de pièces détachées, de réparabilité, etc. Donc il y a l'indice de réparabilité en D3E. Avant, on avait déjà la disponibilité des pièces détachées, donc qui se gardent notamment sur le Pro, et l'accessibilité de la documentation. On avait aussi, maintenant que j'y pense, le fait les branchements, les branchements standardisés et le fait qu'on puisse mettre à jour l'appareil sur certaines catégories de produits. Donc effectivement, c'est pas non plus une notion nouvelle, que ce soit la durabilité ou la réparabilité sur cette filière. En ASL donc, et en ABJ, qui sont des filières plus récentes, on a les deux critères autour des pièces détachées, donc un bonus, un malus, sur la disponibilité des pièces détachées et le délai de livraison de celle-ci. Et en 2026, ce qui est actuellement en travaux et qui sera annoncé un peu plus tard cette année dans les notes techniques 2026, ça va être les critères de durabilité, donc qui doivent être issus des études dont on a déjà parlé et qui ont été faites récemment. Je te relaisse la main sur les types de durée de vie de produits, Robin. Ouais, bon, encore une fois, on va faire vite. On parlait de durée de vie, de durabilité. C'est juste, on va plus mettre ça au début, mais on va le mettre à la fin. De quoi on parle? Quand on parle de durée de vie, durée d'existence. Donc, au moment où on l'élimine, on passe au broyeur. Durée de détention, parce que c'est le moment où moi, je m'en sépare. Mais après, bon, il peut y avoir un écart entre le moment où je m'en sépare et que je l'envoie en recyclage ou à quelqu'un d'autre, et au moment où il va être réellement recyclé. Durée d'usage, typiquement le stock, hein, on peut avoir un téléphone portable qu'on a utilisé pendant 1 an et puis qu'on a stocké pendant 5 ans. Donc sa durée d'existence, ça va être 6 ans, mais sa durée d'usage, ça va être 1 an, et c'est un peu dommage de l'avoir laissé 5 ans au placard. Donc en ce cas, on a des petites enveloppes écologiques que vous pouvez, gratuites, que vous pouvez envoyer à nos partenaires. Et donc, entre la durée de vie théorique et les durées de vie réelles, il y a souvent un écart. Et l'important, c'est d'essayer de comprendre cette durée de vie, parce que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Alors, du coup, si ça vous intéresse de connaître la durée de vie de certains produits et qui vous concernent, qui dépendent un peu. On a ce qu'on appelle des courbes de durée de vie, ça va être la slide suivante. Oh. Voilà, des courbes de durée de vie. En fait, pour par exemple des télés ici, on a des télés qui durent 3 ans, des télés qui durent 15 ans, 20 ans. Maintenant, on voit même des télés cathodiques encore, hein, qui ont 40, 50 ans. J'ai l'habitude de dire que sur 5 tonnes d'écran, on voit un Minitel. Vraie histoire, hein, on voit toujours des Minitel. Et donc, du coup, on fait des calculs à la fin demandant au consommateur, quand vous avez jeté ce produit, il avait quel âge, donc il estime l'âge, et à la fin en faisant des mesures in situ, c'est-à-dire dans les centres de recyclage, un peu comme a dit Bruno tout à l'heure avec les mesures par IA et en fait l'automatisation. Il faut lire la plaque signalétique et se dire, en regardant cette plaque, est-ce que ça me paraît cohérent de le réemployer, par exemple? Là, on voit, c'est écrit un peu petit, mais où la date de fabrication, donc MFG, Manufacturing Date, est écrite. Ou alors, parfois, c'est pas écrit, mais ça peut être lisible dans le numéro de série ou autre.
Et dans ce cas, bah, à nous de savoir décoder le numéro de série, parfois en vous mobilisant, vous, les adhérents, qui savaient comment lire vos numéros de série. Donc en ce moment, on fait une étude d'adaptation des équipements IT, donc laptop, tablette et aussi télé, moniteur. Si ça vous intéresse, ne pas hésiter à nous en parler. Le but, c'est de savoir bah, vos équipements, combien de temps ils durent. Parce que très souvent, dans les médias, on entend une trottinette, ça dure 2 mois, bon, un peu plus quand même. Ou, je sais pas moi, une télé, ça dure 5 ans. Bah, en fait, c'est pareil, c'est un peu plus en vrai. Et donc, bah, on a vocation à partager ces infos de durée de vie réelle à l'ADEME, à l'ARCEP, à tous les acteurs concernés pour avoir bah, une info réelle et qu'on n'ait pas juste des discussions de comptoir sur ce qu'est une durée de vie. En autant que bah, quand on fait des mesures in situ, on mesure ce qu'on collecte. On ne mesure pas les équipements qui sont exportés ou ceux qui ont été mis à la poubelle, par exemple, enfin à la poubelle et enfin, qui sont du coup incinérés, qui ont été mal triés, on va dire. Et tout ça pour dire qu'on a des infos sur les durées de vie et que c'est des choses qu'on peut travailler ensemble. Je pense qu'on va essayer de faire vite, Kira, sur les pannes taux de réparation. C'est des choses issues du fonds de réparation. C'est intéressant d'avoir les ordres de grandeur de quelles sont les pannes, parce que qui dit panne mécanique ou fuite, dit aussi bah, éco-conception en fonction. Est-ce que c'est des gens qui ont mal entretenu leur pompe de vidange ou est-ce que la pompe était mal conçue? Voilà, il y a plusieurs questions et corrélations à faire. Et ces questions de la panne et pourquoi, c'est ce qu'on va essayer de comprendre plus en détail cette année, parce que quand on dit électronique ou électrique, il peut y avoir plein de choses derrière ça. Ça, c'est on va dire les stats macro, mais on va essayer de pousser un peu plus le sujet. Et voilà, pour le coût aussi, parce qu'en fait, on parle de coût de réparation, mais selon le type de panne, le coût peut être différent. En plus, enfin, c'est une variable, hein, comme le réparateur est une variable, comme le type d'équipement peut être une variable, le temps passé. Enfin, il y a des variables un peu pondérables, d'autres qu'on ne sait pas trop estimer. Mais tout ça pour dire que on sait globalement estimer le montant des bonus et les factures moyennes qui ont été soutenues dans le cas du fonds réparation. Et donc, qui dit facture moyenne ne dit pas coût de la réparation moyen. Parce que du coup, les réparations qui sont très peu chères, qui sont en dessous du montant du bonus, ne sont pas comptées. Et c'est aussi l'idée du bonus, c'est de soutenir des réparations qui n'auraient pas été faites car trop chères avec cette petite ristourne. Donc voilà un peu quelques stats que vous retrouvez en bas, donc les CLCV, donc l'Observatoire du Fonds Réparation. J'ai l'occasion de le rappeler ici, mais vous le trouverez ailleurs. Hop. Et donc, bah, allons jusqu'au bout pour finir dans les temps. En 2025, donc on a un sujet de modulation sur l'indice de réparabilité sur les EE, c'est un gros sujet. Les travaux pour la modulation sur la durabilité en ASL et ABJ. Et donc, pour répondre à une question qui est dans le chat, durabilité, réparabilité, comment ça cohabite? Bah, à terme, la réparabilité s'inclut dans la durabilité avec aussi le bloc fiabilité, mais ça, voilà, on tend vers la durabilité dont la réparabilité n'est qu'une partie. Mais il faut commencer quelque part. Donc déjà, évaluer la réparabilité, c'est un bon début. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pour l'instant, on ne sait pas faire de corrélation entre bon indice de réparabilité et réparation effective. On en parlait avec Bruno l'autre fois en off, c'est normal parce qu'en fait, les produits qui ont été vendus il y a 1, 2, 3, 4 ans depuis qu'un indice existe, bah, pour la plupart, on touche du bois, ils n'ont pas encore été réparés. Donc on verra ça avec le temps et on le suit assez attentivement. Il y a plusieurs études qu'on est en train de réaliser sur lesquelles vous êtes les bienvenus si vous voulez bah, d'abord y collaborer, poser vos questions et puis à terme bah, aussi les recevoir, hein, bien sûr, hein, si ça vous intéresse. Et puis on a des appels à projets, en particulier sur le réemploi des équipements électriques professionnels. Donc c'est pas un hasard si on a invité Envie, que ce soit Envie ou d'autres acteurs, on a un fonds réemploi et on souhaite faire des couples ESS adhérents pour bah, développer cette filière réemploi des équipements professionnels. On va se lancer à l'automne 2025 et accélérer en 2026 avec des budgets assez conséquents. Hein, c'est selon ce qu'on appelle le TRL, le Technology Readiness Level, enfin, selon l'ambition des projets, quoi. Mais voilà, si vous voulez travailler sur le réemploi et que vous mettez sur le marché des équipements professionnels, notamment de ces secteurs-là, ne pas hésiter à vous rapprocher pour le coup de votre responsable de compte, responsable de marché chez Écologique, enfin, nos collègues, votre interlocuteur habituel. Et sinon, bah, nous directement, on pourra faire le relais. Une fois que j'ai dit ça, oula, on est passé un tout petit peu vite. Non, c'est normal, elles étaient inversées. Ok, enquête éco-modulation, peut-être tu veux en parler, Kira? Bah, c'est pour revenir donc du coup sur, le fait qu'on travaille effectivement sur les éco-modulations. On a fait, des études, d'impact modulation. On a repris les statistiques en fait d'éco-modulation annuelles, d'Écologique. Maintenant, on fait un complément de ces études, donc en vous envoyant un questionnaire personnalisé qui devrait arriver, dans quelques minutes ou qui est déjà arrivé il y a quelques minutes dans vos boîtes mail. Donc c'est des liens vraiment personnalisés, heu
autour de vos produits, etc. Donc, si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, ça vous prend 10 minutes. Nous, ça nous aide effectivement à adapter les dispositifs et ça vous permettra de recevoir l'étude d'impact avant tout le monde. Donc, c'est gagnant-gagnant là-dessus, je dirais. Et le mot de la fin, donc, c'est que nous avons deux futurs webinaires, un sur les bénéfices économiques de l'éco-conception, alors qu'on a un peu, enfin, très rapidement survolé sur la partie réparation ici, hein, il y a aussi le nouvel outil d'écologique autour de la recyclabilité qui arrive en fin d'année, donc c'est les deux prochains webinaires. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a les webinaires autour des modes de déclaration qui arrivent de la part de notre service adhérent, donc sur les déclarations sur les trois filières. On abordera légèrement la modulation à ce moment-là, donc on vous la représentera rapidement pour ceux qui ne sont pas bien familiers avec le concept et donc comme on a dit juste avant, le lien personnalisé pour l'enquête modulation qui vous a été envoyé par mail. Voilà. Donc comme d'habitude, il y a la boîte mail éco-conception. Vous pouvez réserver votre credo de consultation autour de l'éco-conception. Donc il y a différents sujets, les projets R&D, la modulation, les plans de prévention et d'éco-conception. N'hésitez pas à venir nous solliciter là-dessus. Et je vous remercie tous pour votre attention. Voilà. Alors, désolé, on a un peu speedé. Peut-être qu'on a... Bon, du coup, on a 3 minutes pour les questions. C'était C'est ça. costaud, mais voilà. Euh, Bon, on a des remarques dans le chat hein, de François, d'Adrien. Merci, hein. Vous êtes nos meilleurs relais, hein. C'est une question collective si les adhérents peuvent répondre aux adhérents, aussi des partenaires comme Longtime peuvent nous être notre relais, bah, c'est super. Donc, voilà, ne pas hésiter à avoir une communauté, c'est-à-dire sur la durabilité, sur la réparabilité. Pour la question du nouvel outil pour la recyclabilité, donc, bah, il est en cours de développement. Donc, pour ceux qui veulent le bêta test, ça arrive. Très ouvert. Je vous propose de m'écrire un mail, on en reparle. Mais oui, cet outil, c'est j'allais dire, c'est notre gros sujet avec l'écomodulation. Et donc, il sera disponible en fin d'année, mais il faut le tester avant pour être sûr qu'il répond aux besoins de chacun, parce que vous avez tous des produits très différents, avec des attentes très différentes. Et on est confiant que ça va vous servir, mais encore, on peut toujours oublier des choses. Donc, les, les- soyez les bienvenus pour le bêta tester. Et C'est surtout, ça. répondez à l'enquête modulation, s'il vous plaît, parce que ça va nous aider à avoir des stats qui font sens, statistiquement robustes. Et l'éco-modulation, on en parle très, très régulièrement dans toutes les instances, que ce soit au ministère, à l'ADEME, au niveau européen, à la Commission. C'est souvent vu comme une excellente idée. Ça peut l'être, mais ça peut aussi être très embêtant pour les adhérents, pour nos collègues aux relations adhérents. Ça peut être complexe et pas apporter grand-chose si les modes de preuve ne sont pas adaptés ou si les montants ne sont pas adaptés. Donc, vous avez la tribune ici, c'est l'occasion de faire bouger les lignes. Donc, vraiment, merci beaucoup d'y répondre, de relayer en interne. Et si vous avez des questions, ne pas hésiter. Et je vois pas beaucoup plus de questions. Si on Est-ce a une qu'on question de Baptiste qui a rapidement levé la main. Je sais et, pas si. et d'Olivier qui a la main levée depuis le début. Je sais pas si Olivier a Oui, essayé je de. sais Ouais. exactement. On va mettre les micros d'Olivier et de Baptiste. Hop. Ah non, bah Olivier, c'était peut-être une erreur. Oh, bah, dans ce cas-là, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup plus de questions. Au plaisir de vous revoir. De vous revoir bientôt, alors que ce soit au prochain webinaire ou en consultation si vous êtes intéressé pour certaines des études ou pour l'outil qu'on développe. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi et merci encore Bruno Kira. Hop.